Merci Céline. Bonsoir à tous. Alors effectivement, on va vous parler des métiers qui sont liés à l'invisible et au spiritisme. Le spiritisme, justement, on imagine souvent ça comme quelque chose qui éclot, qui apparaît, qui sort un peu de nulle part au milieu du 19e siècle. Mais en réalité, ça se rattache à une tradition. Enfin, le spiritisme est le fruit de quasiment un siècle de maturation intellectuelle. Et on en trouve les origines, les racines au milieu du XVIIIe siècle. Alors, ça peut éventuellement paraître surprenant parce qu'on connaît tous le XVIIIe siècle comme étant le siècle des Lumières, mais c'est aussi le siècle de la fin des Lumières, et particulièrement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, où on accorde à nouveau du crédit à des gens qui, pour certains, enfin aujourd'hui, qu'on considère aujourd'hui comme étant des gens un peu farfelus. Alors il y avait parmi ces gens-là des gens qui étaient clairement des charlatans, comme le comte de Saint-Germain par exemple, et d'autres qui étaient à l'époque d'authentiques scientifiques, qui étaient sincères, mais qui émettaient des théories, des hypothèses qui n'étaient pas vérifiables à l'époque. Et donc, comme beaucoup de théories scientifiques encore du XVIIIe siècle, elles sont faites avec une partie d'observation et une partie d'imagination. Voilà. Et donc, il y a des choses qui ont été exprimées à cette période-là qui aujourd'hui sont considérées comme des pseudo-sciences, mais qui à l'époque sont prises totalement au sérieux. Et donc, c'est comme la France du XVIIIe siècle est un peu quand même la capitale culturelle on va dire de l'Europe, il n'est pas étonnant finalement que ces théories qui aujourd'hui nous semblent farfelues soient nées dans la France du XVIIIe siècle et qui est, pour reprendre une expression de Nicolas Edelman, la Mecque du merveilleux dans l'Europe du XVIIIe siècle. Alors parmi tous ces phénomènes un peu étranges, il y en a deux qui ont retenu notre attention. Le premier, c'est la naissance de la cartomancie, qui est pour le coup une pratique de divination vraiment française et quasiment parisienne, pourrait-on dire. Ça démarre avec Jean-Baptiste Aliette, donc Etelia, ce monsieur qui est là, qui était quelqu'un qui a eu plusieurs métiers, mais qui s'intéressait beaucoup aux mathématiques aussi et à l'astrologie. Alors vous savez qu'au XVIIIe siècle encore, la frontière entre astrologie et astronomie n'est pas encore complètement marquée. Les deux sciences ne sont pas vraiment séparées, mais toutes deux se réfèrent, parce qu'elles utilisent les mathématiques. Et donc Jean-Baptiste Aliette s'intéresse à ça, également aux cartes, et il va mettre au point une méthode de tirage de cartes. Donc c'est avec un jeu de cartes normal, c'est pas un jeu de tarot, hein, c'est un jeu de poker ou de belote, un jeu de piquet à l'époque. Et il va publier à la fin des années 1770 son premier ouvrage qui est L'art de se récréer avec un jeu de cartes, et dans lequel donc il explique sa méthode de tirage de cartes. Et puis, il va continuer à publier des ouvrages similaires, la suite de ses recherches, jusque pendant les premières années de la Révolution française. Il est également l'auteur d'un jeu de cartes, le jeu d'Etelia, qui est dessiné par ses soins, qui a été imprimé, qui était diffusé à l'époque. Donc, c'est vraiment le premier cartomancien de métier. Et puis, il a aussi quasiment ouvert une école de cartomancie. Il donnait des cours à des gens qui étaient assez fortunés, parce que son jeu de cartes et ses cours avaient un prix qui n'était bien sûr pas accessible à tout le monde. Et ça, c'est une constante de ce qu'on va voir depuis le XVIIIe jusqu'au spiritisme. C'est un phénomène qui touche les couches éclairées de la société. C'est pas du tout un phénomène de campagne. Donc Etelia, le premier cartomancien, et puis parallèlement à ça, il y a Antoine Court de Géblin, qui lui est un écrivain français, qui publie dans les années 1780 un ouvrage qui est une étude de ce qu'on appelait à l'époque le monde primitif, comparé au monde moderne. Et dans un volume de cet ouvrage, il émet l'hypothèse d'une origine égyptienne du tarot de Marseille. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à considérer le tarot de Marseille comme un instrument divinatoire. Jusque-là, c'était un jeu de tarot pour jouer au tarot.
Mais Etelia, il voit notamment dans les arcades majeures, cours de Gébelin, pardon, voit dans les arcades majeures les restes d'une civilisation égyptienne antique et un message avec des grands secrets de l'humanité qui seraient renfermés dans ce jeu de tarot. À partir de ce moment-là, on va commencer à l'utiliser comme un instrument divinatoire et les cartomanciens vont s'en emparer. Premier phénomène, donc l'apparition de la cartomancie dans le petit milieu parisien qui se diffuse très rapidement dans toute la France et en Europe. Parallèlement à ça, toujours un scientifique important pour l'époque, Mesmer. Alors, avant Mesmer, voilà, je voulais vous montrer ce document-là, parce que quand on parle de mathématiques et de numérologie, aujourd'hui, on a l'impression vraiment que c'est, enfin, pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose de farfelu. À l'époque, c'est vraiment de la science, et les gens qui parlent de ça sont des gens sincères, et ils sont vraiment pris au sérieux. Là, vous avez un document qui a été probablement écrit par Juliane de Krudmer, donc qui était une mystique russe, qui a été rédigé donc à Paris. Vous savez, après la bataille de Waterloo, à la fin du Premier Empire, Paris est envahi par les armées alliées et le tsar Alexandre réside à l'actuel hôtel de l'Élysée. Sa voisine, Madame de Krudner, s'installe à côté et tous les soirs, ils font des séances de numérologie, de bibliomancie. Et ça, c'est un des documents qui a été fait à cette occasion-là. Donc, Madame de Krudner était persuadée que le tsar Alexandre, était l'ange blanc de l'Europe et qu'il avait une mission divine qui était de réédifier tout ce que Napoléon, l'ange noir, avait détruit en Europe. Et donc, vous voyez ce document. Donc, il y a un carré qui associe les différentes lettres de l'alphabet à des numéros. Et elle nous explique que quand on associe tous ces chiffres à la phrase « le empereur Napoléon », on obtient 666, qui est le chiffre de la bête, donc l'horreur absolue. Ça vous fait sourire, mais ce document a été présenté au tsar Alexandre, qui est quand même loin d'être un imbécile à l'époque, et qui est l'homme le plus puissant d'Europe à ce moment-là. Et vous voyez, donc c'était des sujets qui étaient abordés par des gens tout à fait sérieux. Voilà. Mesmer, Franz Anton Mesmer, un médecin autrichien qui, lui, rédige sa thèse de médecine sur le magnétisme animal. Donc c'est une théorie fluidique. Donc pour Mesmer, le monde baigne dans un fluide qui ne peut pas démontrer, qu'on ne peut pas observer, mais malgré tout, on y croit, puisque des théories similaires existent depuis le XVIe siècle, et tous les scientifiques en ont émise. À l'époque, on explique des phénomènes comme la chaleur ou comme l'électricité par des théories similaires. Donc, à partir du moment où vous pouvez constater la foudre ou que vous voyez une montgolfière s'élever dans les airs, il n'y a pas de raison de ne pas prendre au sérieux la théorie de Mesmer. Mesmer est un médecin et donc il utilise ce fluide animal, donc ce magnétisme animal, donc par opposition au magnétisme minéral qui est celui des aimants, pour soigner les gens. Donc pour Mesmer, nous baignons tous dans un fluide, votre corps est traversé par ce fluide magnétique, et quand on tombe malade, c'est parce qu'il y a un dérèglement, le fluide ne circule plus bien. Et donc Mesmer magnétise ces malades pour rétablir la bonne circulation du fluide et pour que le corps humain se retrouve à nouveau en harmonie avec la nature. Il présente sa thèse à Paris en 1773. Il connaît un succès phénoménal. Partout on va se mettre à magnétiser. Partout, les gens qui magnétisent mettent les résultats de leurs expériences par écrit. Ces écrits sont diffusés partout dans le royaume et ça devient là aussi un véritable phénomène de société. À tel point qu'il n'arrive plus à soigner tous ces malades, on se presse chez lui, il est obligé d'inventer une nouvelle méthode pour soigner plusieurs malades à la fois, c'est le fameux baquet de Mesmer, que vous voyez ici, donc cet énorme baquet qui ressemble à une table.
duquel sortent des tiges métalliques, et donc les gens qui sont autour de la table viennent pour se faire soigner. Ils tiennent une tige métallique. Donc vous voyez, il y a un personnage en béquille qui lui tient la tige avec son pied parce que probablement il boite et il veut faire soigner son pied ou sa jambe. Et vous avez sur le côté à droite le personnage qui est debout, qui est Mesmer, qui a dans sa main une espèce de baguette qui était une canne. Et en fait, ce baquet fonctionne pour ceux qui connaissent comme une espèce de bouteille de Leyde, et en gros c'est un accumulateur d'électricité statique, et quand vous touchez avec sa baguette vous receviez la décharge, et donc les gens se soignaient comme ça, et en recevant les décharges certains tombaient vous avez des crises comme des crises d'épilepsie si vous voulez. C'est probablement le cas de la dame qui est sur le côté, vous voyez, qui a été retirée du baquet et qui a l'air de reprendre ses esprits sur le côté. Voilà. Naturellement, les théories de Mesmer viennent en contradiction avec la médecine officielle de l'époque, et du coup, toutes les instances scientifiques, l'Académie royale de médecine, la faculté, etc., refusent d'observer son travail et de porter un jugement dessus. Et le mesmérisme va quasiment devenir une théorie politique radicale, parce que tous les mesméristes se disent mais enfin c'est quand même c'est insensé, on a là un médecin qui a trouvé quelque chose qui probablement va révolutionner la médecine et qui va permettre de faire beaucoup de bien à toute l'humanité, et on refuse d'examiner son travail simplement parce que les instances, les autorités sont occupées par des gens qui sont là juste pour occuper un poste, mais qui l'occupent parce qu'ils sont bien nés, parce qu'ils font partie de la noblesse, etc. Et vous imaginez que ce discours qui est politique trouve un écho très favorable. On est dans les années de la Révolution française, et tous les grands, tous les révolutionnaires, Marat, Robespierre, Brissot, étaient tous mesméristes. Voilà. Et donc ces théories de Mesmer continuent à se développer pendant la Révolution. Elles s'exporte de l'autre côté de l'Atlantique, ça Vivial nous en parlera plus tard. Et puis il quitte Paris en 1793, je crois, mais il a déjà des continuateurs à l'époque. Et le plus célèbre, le plus connu, c'est le marquis de Puységur, qui lui donc continue à magnétiser des patients. Alors c'est un champenois, et quand il est dans ses domaines près de Soissons, on lui amène alors je sais plus si c'était un valet ou un garçon de ferme qui était sur son domaine, qui s'appelle Victor, qui était malade, et donc commence à le magnétiser pour le soigner. Et à la différence des malades de Mesmer qui faisaient des crises d'épilepsie, Victor lui s'endort. Et le marquis de Puységur découvre comme ça ce qu'on va appeler le somnambulisme magnétique. Donc Victor s'endort, mais malgré tout, il est toujours conscient. Il peut parler, échanger avec les gens qui sont autour de lui. Et dans cet état de somnambulisme magnétique, il développe des capacités quasiment surnaturelles. Il est capable de regarder à l'intérieur de son corps et de faire son diagnostic, de voir quels organes sont malades, comment il faut les soigner et comment interviendra sa guérison. Et à partir de là, apparaissent les premiers phénomènes de ce qu'on appelle la clairvoyance, c'est-à-dire la capacité de déplacer sa vue dans des endroits auxquels elle n'a pas accès en temps normal. Et donc, à partir de là, le somnambule peut aller examiner les gens qui sont autour de lui, examiner les corps des gens qui participent à la séance, et puis faire des diagnostics pour chacun, pour tout le monde. Voilà. Et donc ce somnambulisme va se développer dans plusieurs voies. Un somnambulisme médical, c'est celui-là, l'original. Un somnambulisme spectaculaire, qu'on verra un peu après. Et puis un somnambulisme qui est plutôt visionnaire et qui va nous rapprocher un peu du spiritisme par la suite. Pareil, toute la France magnétise, on a des somnambules partout, des gens qui opèrent des guérisons, qui soignent. Et puis il y a aussi quelques somnambules qui produisent d'autres phénomènes surprenants. On a des objets qui se mettent à bouger, qui se déplacent, des tables qui
qui se déplacent ou qui se retournent. Bon, tout ça n'aurait pu rester qu'un phénomène assez marginal, un phénomène marginal du somnambulisme, mais ces tables qui sont simplement sautantes ou tournantes reviennent sous un jour nouveau au début du Second Empire, et à ce moment-là, elles ne se contentent plus de bouger, elles parlent. J'ai plus de micro. Ah, ça y est, voilà. Bonsoir. Alors, effectivement, avec le spiritisme, en fait, c'est même le spiritualisme, mais je vais rentrer dans le détail après. Avec le spiritisme, on a un véritable renversement de tendance. Comme le disait Antoine, vous avez un phénomène qui est un peu un phénomène de gens éclairés, de salons. Puis Ségur est un marquis, il a le temps et l'argent de pratiquer des expériences, toujours dans un souci scientifique. C'est la France, c'est l'Allemagne, et qui apportent leur lumière. Et là, brusquement, tout va venir des États-Unis, d'une part, et d'autre part, du bas vers le haut. On dit que le spiritisme, et là j'emprunte cette phrase à René Guénon, est daté de 1848, à la fois du point de vue chronologique, mais aussi du point de vue sociétal. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée au spiritisme, c'est parce que je trouve que par le biais de ce surnaturel, on voit en fait comment se dessine la société. Il faut, alors en deux lignes, comment est né le spiritisme? Nous sommes en 1848, nous sommes dans le comté dans l'État de New York, dans une petite ville. Donc vous voyez tout l'inverse. On est dans une famille qui n'a pas, le père est fermier, il n'y a pas il n'y a pas énormément d'argent. On est dans une petite ville, il n'y a pas beaucoup de culture non plus. Et vous avez ces deux gamines, l'une de 11 ans et l'une de 14 ans, qui affirme dialoguer avec une personne qui aurait été un colporteur assassiné par un précédent propriétaire. Bon, je vous raconte ça très vite parce que c'est pas le but de la soirée. Mais à partir de là, vous avez un phénomène qui va s'enclencher, c'est-à-dire les voisins vont venir, puis le village voisin, etc. Et ça va faire boule de neige. Mais pourquoi ça a fait le boule de neige? Et c'est ça où le spiritisme est très intéressant. C'est que nous sommes aux États-Unis dans ce qu'on appelle le second réveil religieux. Le premier réveil religieux correspond à la période où vous avez eu, par exemple, ce qui sont devenus ensuite les épiscopaliens, sont partis, à l'origine les puritains sont partis et ont émigré pour des raisons politico-religieuses aux États-Unis. Et là, vous étiez sous une origine religieuse, un axe de pensée qui était calviniste, c'est-à-dire Dieu omnipotent, omniscient, qui sait qui va être sauvé, et vous étiez prédestiné à être sauvé, à ne pas l'être. Dans ce second réveil religieux, vous avez de nouvelles congrégations qui vont voir le jour, par exemple les Mormons, les Baptistes. Vous avez la branche des Shakers, donc qui eux, les Shakers, pourquoi? Ce sont ceux qui tremblent, qui avaient adopté le magnétisme de Mesmer. C'est pour ça qu'on dit en anglais to mesmerize, d'être comme dans un lapin dans des phares de voiture. Vont créer une autre branche qui va s'appeler les Quakers. Donc vous avez toutes ces congrégations qui vont naître aux États-Unis, qui vont aller évangéliser dans les villages, dans les campagnes. Donc on est vraiment dans une situation totalement différente, et qui vont dire non, nous avons un libre arbitre. Deuxièmement, le reflet sociétal, c'est une Amérique qui a 72 ans, qui est jeune, qui vient d'associer des États supplémentaires sous sa bannière étoilée et qui se cherche. Et donc, vous avez énormément d'associations, de mouvements pour la tempérance. Parce qu'en fait, les États-Unis, avant, on appelait ça la République alcoolique. Les enfants, il y a un petit bébé dans la salle, avaient de l'alcool dans leur biberon. Donc, je ne pense pas que Madame vous le fassiez. Donc, quand les enfants allaient travailler au champ, on leur donnait 1 litre de vin par jour.
Donc c'est la République catholique. Donc ce fameux phénomène qui a donné ensuite, vous vous souvenez probablement de toutes ces Elliotness contre l'alcool, mais ça vient de là, c'est-à-dire que c'était vraiment un pays alcoolique. Donc vous avez des ligues de tempérance, vous avez aussi des ligues qui se posent des questions sur l'esclavage, vous avez aussi des ligues qui demandent aux femmes le droit de faire des études. Et ces ligues-là vont s'agglomérer dans ces nouvelles congrégations religieuses. Donc le spiritisme, le spiritualisme, avec ces gamines qui prétendent pouvoir discuter avec les défunts, qui au départ faisaient résonner des coups dans les murs, et un de leurs voisins a eu la bonne idée d'interroger le défunt en disant c'est simple, lettre A un coup, lettre B deux coups, etc. Bon, ça faisait des messages qui étaient un peu longs à déchiffrer, mais on les déchiffrait. Eh bien, puisqu'on pouvait comme ça dialoguer avec les défunts, elles se sont produites dans d'autres villes. Bon, c'était un peu difficile d'avoir des murs, donc on a utilisé des guéridons. C'était beaucoup plus facile pour pouvoir produire des sons. Mais ça correspondait à une demande énorme de la population de changement. C'est-à-dire que si le défunt pouvait nous dire ce qu'était l'au-delà, à ce moment, on quittait la chape calviniste pour passer à une autre vision de la religion et de l'au-delà. Le deuxième phénomène, et ça c'est très très important, c'est la guerre de sécession qu'on appelle la guerre civile aux États-Unis. Et je cite toujours la bataille de Gettysburg, 1863, 18 000 corps sont enterrés, inconnus, sans compter les blessés, les personnes qui avaient été emprisonnées à cette époque et ceux qu'on a réussi à retrouver. Donc ce chant, qui d'ailleurs est un chant qui est très prisé par les chasseurs de fantômes, j'en ai rencontré et qui vont à Gettysburg faire des expériences. Vous avez 18 000 corps, mais vous avez aussi 18 000 familles qui se demandent « mais qu'est devenu mon garçon ?» Le spiritisme arrive à ce moment-là, le spiritualisme arrive à ce moment-là, les adeptes sont appelés les spiritualistes et ils vont pouvoir communiquer avec les défunts qu'ils ne peuvent enterrer. Ça correspond à un mouvement émotionnel énorme et intense. Et ensuite seulement, ça va monter dans les salons. Et là, on va avoir des séances dans les salons où on va se rencontrer, et c'est là où on retrouve aussi le phénomène sociétal. La plupart des médiums sont des femmes. Elles ont enfin un rôle. Et vous avez des petits livrets qu'on peut trouver encore quelquefois dans les brocantes qui vous expliquent comment tenir une séance. Bon, alors plus vous montez socialement, plus les personnes que vous convoquez deviennent chic et cher. Hein. Ça, c'est sûr que quand vous avez des comptes rendus de séances à New York dans les salons, c'est tout à fait différent. Les Sir Fox, qui vont toutes avoir des vies assez tristes et des parcours assez tragiques, l'une d'entre elles, Kate, quand elle va avoir l'âge de se marier, va venir en Europe. Et là, il va y avoir ce phénomène où le spiritualisme traverse l'Atlantique et revient dans une couche aisée de la population. Parce que quand elle vient en Europe, elle vient d'abord en Angleterre, où elle va accepter d'être examinée et de faire des expériences avec Sir William Crook, qui obtiendra le prix Nobel plus tard. Donc, nous avons Kate qui revient, qui lance donc le spiritualisme, qui va intéresser une personne extrêmement connue de nous, c'est Victor Hugo. Alors, je tiens à dire que Victor Hugo ne sera jamais médium, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais la personne connectée qui va pouvoir délivrer les messages. Il sera toujours secrétaire, c'est-à-dire en dehors du cercle formé par les participants qui vont effectivement joindre leurs mains et se concentrer. Bon, si vous lisez effectivement les écrits, les comptes rendus de séance, c'est très hugolien. Et avec autant des animaux que des personnages, enfin des animaux, des personnages bibliques. Voilà, donc on revient à nouveau dans le salon.
Ça, c'est le spiritualisme. Et c'est dans ce salon, c'est à travers ces salons où on retrouve effectivement ce que décrivait Antoine, des personnes intéressées par le côté à la fois scientifique et moral, que nous allons avoir Hippolyte Rivail qui va participer à l'un de ces salons et qui, sous le nom d'Alain Kardec, va cette fois-ci inventer une doctrine qui s'appelle le spiritisme. Et le spiritisme, ça n'est pas seulement de pouvoir dialoguer avec les défunts, c'est s'inscrire dans une morale sociale et économique. Et à nouveau, on retrouve le surnaturel comme outil de changement. N'oublions pas que nous sommes en pleine période où la République a bien du mal à s'installer. Elle s'installe, elle repart, elle s'installe, elle repart. Et nous avons donc un outil qui est à la fois politique, mais qui n'est plus religieux en France. Pour deux raisons, à mon sens, c'est qu'Hippolyte Rivail n'est pas fou. Il sait que ça va être beaucoup plus difficile de contrer l'Église catholique en France que aux États-Unis où il suffit, somme toute, d'ouvrir une nouvelle congrégation religieuse. Et puis, deuxièmement, ce qui l'intéresse, c'est véritablement changer la société. Donc, dans le spiritisme, qui n'est pas à confondre avec le spiritualisme, qui, lui, va continuer son chemin en Europe, principalement comme amusement de salon, nous avons là une véritable doctrine sociale qui va avoir un effet extraordinaire en France. Vous allez avoir 3 millions d'adeptes et qui va créer des crèches spirites, qui va créer des mutuelles spirites. Alors non pas que vous faisiez communiquer les enfants avec des défunts, hein, mais c'était vraiment un mouvement politique qui incluait une dimension surnaturelle. Et puis l'autre effet, c'est bien évidemment de passer sur scène. Et là, je vais repasser la parole à Antoine pour raconter les deux frères Davenport que j'aime beaucoup, qui vont donc ouvrir ce qui s'est fait à l'époque, ce qu'on appelle les cabinets spirites. Et ces cabinets spirites vont ensuite devenir des attractions de foire. Exactement. Alors vous avez là la photo des frères Davenport, donc ils sont deux frères américains, qui produisent sur scène l'équivalent d'une séance spirit. Vous savez que les séances spirit se déroulent dans le noir. Alors faire le noir complet dans un théâtre, c'est pas intéressant, donc ils ont l'idée d'amener sur scène un cabinet qui est une grande armoire. Vous en verrez une reconstitution dans l'exposition. Et donc ils se font enfermer dans cette armoire, donc du coup il fait noir, et à l'intérieur de cette armoire se produisent tout un tas de phénomènes extraordinaires. Alors bien sûr, ce sont les médiums, et pour prouver qu'ils ne sont pas les auteurs des phénomènes qui se produisent, ils ont les mains attachées dans le dos et ils sont eux-mêmes ligotés sur leur siège à l'intérieur de l'armoire. Donc les gens du public viennent les ligoter, vérifier que tout est normal. On ferme l'armoire et puis ça se met à trembler. Il y a des objets qui se mettent à léviter, des instruments de musique qui jouent, et puis on ouvre les portes et eux sont toujours attachés et n'ont pas bougé. Voilà. Alors c'est un numéro qui fonctionne, qui a beaucoup de succès dans le monde anglo-saxon. Donc ils démarrent aux États-Unis, ils font une petite tournée en Angleterre. Et quand ils arrivent en France, la musique est un peu différente. Ils sont d'abord donc c'est sous le Second Empire. Ils sont d'abord dans un château au nord de Paris pour prendre la température. Donc ils donnent des séances quasiment en privé au cours desquelles ils invitent des journalistes, donc qui ensuite font monter un peu la sauce dans les journaux. Et puis arrive la première à la salle Hertz à Paris en 1857 de mémoire. Et quand ils arrivent là, malheureusement, quelques jours avant, un prestidigitateur français qui s'appelle Robin s'est introduit dans une de leurs séances privées. Et quand il rentre à Paris, il dit « Moi, je peux faire la même chose avec des trucages ». Et donc, quelques jours avant la première des frères Davenport, il y a déjà eu la séance
plagiat d'Henri Robin, qui dit mais je vous fais la même chose que les frères Davenport et chez moi il n'y a pas d'esprit, ça n'est que du trucage. Et quand arrive la première à la salle Hertz, le public est déjà averti de ça. Ça se passe très mal. Ils sont traités de charlatans. Le public envahit la scène, démolit l'armoire, et puis la tournée des frères Davenport en France est terminée. Voilà. Mais malgré tout, le style, l'idée de reproduire des phénomènes spirites sur scène fait son chemin, et on va en parler plus en détail dans la seconde partie. Mais les frères Davenport ont comme disciples, ils sont quasiment, on peut dire, les pères spirituels de quelqu'un que Viviane connaît très bien, Harry Houdini. Alors, Harry Houdini, bon, c'est mon grand chouchou, hein, vous m'excuserez, mais j'ai quand même écrit 4 tomes d'une série sur lui, donc je connais même la couleur de pyjama qu'il portait. Bref, mais ceci dit, dans le cadre de notre conférence, ces cabinets spirites étaient très très populaires. Et lorsque Houdini a commencé sa carrière, il avait lui aussi un cabinet spirit avec sa femme Bess, et il s'était aperçu, il se mettait sur le devant de la scène avant de commencer en disant attention, je vous présente bien un numéro d'illusionniste, rien de ce que je ne vais vous montrer est vrai. Et il se rendait compte qu'il avait beau donner cet avertissement, les spectateurs venaient le voir après en me disant est-ce que vous pourriez contacter mon frère, mon père, ma mère et ça l'agaçait beaucoup, il trouvait que c'était malhonnête. Et il disait, moi je suis illusionniste et les illusionnistes, on doit dire, au contraire, ça fait partie de notre métier de magicien, de dire attention, on va vous tromper et vous n'allez pas le comprendre, mais vous devez le savoir. Et en conséquence, il a cherché à démasquer les fraudeurs. Et il a monté sa propre petite agence de détective, et quand on le reconnaissait, il y allait grimer, quand on reconnaissait quand même, il envoyait des acolytes, et son but était de démasquer tous ceux qui faisaient donc c'était aux États-Unis, donc du spiritualisme, et faisaient croire qu'il dialoguait véritablement avec les défunts. Ce qui l'a amené à rencontrer Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui lui était un spirit convaincu et qui d'ailleurs avait du mal à croire que Houdini ne faisait pas du spiritisme lorsqu'il se délivrait de tous ses liens. Et ça a été une amitié malheureuse parce qu'elle était basée pour Houdini sur l'éblouissement, le prestige que représentait pour lui Conan Doyle, et pour Conan Doyle, persuadé qu'il avait trouvé un frère en spiritisme. Donc l'histoire s'est extrêmement mal terminée entre eux, mais surtout ce qui est intéressant par rapport au sujet de ce soir sur les métiers de l'invisible, c'est qu'ils ont quand même créé une société scientifique pour examiner ces phénomènes, avec un prix à la clé pour qui était capable de passer les tests et sans qu'on puisse être démasqué comme une supercherie. Ce qui à ce jour n'est jamais arrivé, je tiens tout de même à le signaler. Et ils ont eu un différend énorme sur une médium, puisque c'est à partir du spiritisme que ces femmes qu'on appelait, la plupart du temps sont des femmes, qu'on appelait des somnambules, on a commencé à les appeler des médiums depuis le spiritisme et Allan Kardec, une médium qui s'appelait Mina Crandon, où ils se sont véritablement fâchés, puisque Conan Doyle, qui a même présidé un congrès de spirit à Paris, ne voulait pas des mordre et disait qu'elle avait des dons, tandis que Houdini était absolument persuadé qu'elle fraudait. Et ça s'est effectivement très très mal terminé. Avec le congrès de spirit qui était dans les années 1930, la mort de Harry Houdini et celle de Conan Doyle, on voit en même temps une désaffection du spiritisme, de spiritisme en France, spiritualisme dans les pays anglo-saxons. Je mets à part le cas du Brésil qui, lui, a utilisé le spiritisme, enfin, pas utilisé le terme est impropre, qui a conçu le spiritisme comme une religion, ça s'appelle le spiritisme kardéciste,
au Brésil, mais on a vu une très nette désaffection du spiritisme en France, sa terre d'origine, et de manière générale dans le monde. Et ça s'explique, puisque c'est toujours pareil, c'est un reflet sociétal. La fonction sociale des adeptes du spiritisme disparaissait avec la sécurité sociale. Alors, toutes ces théories, le mesmérisme, le somnambulisme, etc., qui se développent au XVIIIe et au XIXe siècle, de toutes ces théories découle une pratique qui va vraiment se populariser et se répandre dans toutes les couches de la société, qui est une pratique récréative la plupart du temps, et qui est rendue possible par la diffusion de jeux de société, qui portent bien leur nom, c'est-à-dire à une époque où les réseaux sociaux ne sont pas virtuels, la manière qu'on a de sociabiliser, c'est de faire des soirées, d'aller dans des bals, de tenir salon, etc. Et au cours de ces soirées, on utilise énormément de ces jeux qui sont publiés, imprimés, diffusés tout au long du 19e siècle. Là, vous avez un exemple c'est un petit manuel de géomancie, la géomancie de salon, pour le coup, la Sibylle ou le jeu du destin. Donc c'est un manuscrit de questions-réponses. Donc vous choisissez une question. Et puis vous piquez avec une aiguille en fonction de la figure géomantique que vous obtenez. Ça vous indique la page et le numéro de la réponse qui correspond à votre question. Et donc il y a une quarantaine de questions, je crois, et autant de réponses. Donc vous imaginez le nombre de combinaisons possibles, c'est quasiment sans fin. Donc vous avez de quoi vous occuper un certain nombre de soirées. Ensuite, voilà, et également les jeux de cartes divinatoires qui se développent beaucoup. Alors les premiers, on l'a vu tout à l'heure, c'était avec Etelia, mais surtout dans la seconde moitié du 19e siècle. Voilà. Et toute cette pratique de questionner l'au-delà, alors parce que quand on regarde les questions qui sont dans le jeu de la Sibylle, par exemple, alors ça montre un peu les interrogations des gens de l'époque, mais en gros, ce sont quand même les trois grands classiques des questions qui sont posées aux voyants. C'est est-ce que je vais être heureux en amour, est-ce que je vais réussir dans ma vie professionnelle, et est-ce que je vais obtenir une bonne position dans la société, quoi. Ces questions-là reviennent sans arrêt. Vais-je épouser un bon parti? Vais-je avoir un héritage? Comment vais-je recevoir des nouvelles de la personne à laquelle je pense? Est-ce que les domestiques boivent en cachette dans la cave, etc., etc. Le genre de préoccupation donc de ces gens qui, quand même, pour un certain nombre d'entre eux, s'ennuyaient fermement tout au long du 19e siècle. Donc voilà, tout ça est entretenu également par le contexte politique. Viviane parlait de la bataille de Gettysburg pour les États-Unis. En France, c'est pareil. Vous savez qu'après la Révolution française, on connaît en France un siècle d'instabilité politique, de changement de régime, de révolution avortée, autant d'aspiration au changement et de frustration qui font que voilà, on a envie de savoir et de chercher mieux ailleurs. Et tout ça, ça se fait grâce à ces jeux de cartes. Alors c'est la plupart du temps une pratique récréative, mais malgré tout, les premières grandes figures de ce qu'on va appeler l'occultisme, même si c'est encore un peu anachronique au début du 19e siècle, émergent. Le portrait que vous avez là, c'est Mademoiselle Lenormand. C'est la plus célèbre voyante parisienne de la première moitié du 19e siècle. Elle a commencé sa carrière probablement à la fin de la Révolution française. Elle a été la voyante de Joséphine, donc la première épouse de Napoléon. Ça l'a fait connaître partout en Europe et elle est devenue la voyante vraiment à la mode, et elle en a vécu et très bien vécu. Elle était également écrivain, elle a publié plus d'une quinzaine d'ouvrages dont certains sont, en particulier ses mémoires de Joséphine, sont de véritables succès d'édition, traduits dans plusieurs langues, réédités plusieurs fois au cours de sa vie. Voilà, Mademoiselle Lenormand, c'est l'archétype de la voyante au XIXe siècle.
Elle n'a bien sûr jamais vendu un jeu de cartes de sa vie, mais elle est tellement célèbre que les quartiers s'emparent de son nom à la fin de sa vie, quand elle meurt en 1843. Et 2-3 ans après, on voit apparaître les premiers jeux dits de Mademoiselle Lenormand. Donc aujourd'hui, ils existent toujours. Le petit Lenormand, donc qui est le jeu de cartomancie le plus populaire. Il coûte 5-6 euros. Il est traduit dans toutes les langues. Vous le trouvez partout dans le monde. Vous allez en Russie, vous le trouvez avec l'alphabet cyrillique. Voilà, il existe absolument partout. Il a servi de modèle pour le Gypsy Witch, qui est le jeu qui a été utilisé par toutes les voyantes américaines pendant tout le XXe siècle. Voilà, qui est vraiment un instrument qui est servi à diffuser ces pratiques-là vraiment partout sur le globe et dans toutes les couches de la société. Donc elle réussit très bien. Toutes les personnes importantes venaient consulter Mademoiselle Lenormand. On conserve aux archives nationales un certain nombre de rapports de police qui montrent déjà qu'elle était extrêmement surveillée et que toute la cour impériale venait la consulter. Donc vous imaginez qu'elle était dépositaire d'un certain nombre de secrets, d'indiscrétions qui font qu'elle était surveillée, et que quand elle faisait des prédictions un peu trop hasardeuses et qui n'étaient sur le plan politique pas du goût de l'empereur, elle faisait un petit séjour en prison, et puis on la laissait ressortir quelque temps après. Malgré tout, elle réussit très très bien. Les rapports de police disent donc qu'elle a une boutique de libraire, mais qu'en réalité elle tire les cartes, et qu'elle gagne à ce métier plus de 20 000 francs par an, à une période où le salaire journalier d'un ouvrier c'est entre 1,50 franc et 3 francs. Donc vous imaginez, la cartomancienne, Mademoiselle Lenormand, c'est un personnage important de la société. Et d'ailleurs, elle meurt, elle est très riche quand elle meurt. Son neveu hérite de plusieurs logements dans Paris, d'un petit château à Poissy, de quelques maisons qu'elle avait encore à Alençon, d'où elle était originaire, et d'une somme rondelette d'un demi-million de francs. Donc, voilà, un métier qui permet de vivre correctement à condition de l'exercer avec le talent qu'avait Mademoiselle Lenormand, et qui est quand même tout à fait particulier parce qu'elle a été l'auteur de sa propre légende qu'elle a initiée elle-même de son vivant. Alors elle meurt en 1843. À la fin du mois de juin, la presse ne parle que d'elle pendant un mois. Victor Hugo était présent à ses funérailles, Guizot également. Et quand on arrête de parler d'elle, fin juillet 1843, à ce moment-là, les journaux parlent de quelqu'un d'autre, qui est Alexis Didier, qui est pour le coup un somnambule. Alors l'un des rares somnambules hommes, parce que c'est une profession qui est quasiment exclusivement féminine, mais malgré tout Alexis Didier c'est le roi des somnambules de l'époque. Et on a aussi énormément de témoignages, d'articles de journaux qui relatent ces séances. Lui, il en faisait vraiment un spectacle. Et quand on regarde le déroulé de ces séances, c'est véritablement un spectacle de mentalisme avant l'heure. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du mentalisme. Donc il avait les yeux bandés, on mélangeait un jeu de cartes, ça commençait comme ça, il distribuait les mains pour une partie de cartes à plusieurs joueurs, et il était capable, malgré le fait qu'il ait les yeux bandés, de nommer les cartes que les gens tenaient en main. On lui apportait une enveloppe ou un livre fermé, il était capable de lire à l'intérieur, et puis il avait surtout ce truc qui est aujourd'hui encore incompréhensible, une clairvoyance extrêmement développée. Il était capable de projeter sa vue dans les maisons des gens qui assistaient à ces séances, et donc des gens qui étaient pas forcément ses voisins, quoi. C'est particulièrement impressionnant quand dans le public de ces séances se trouvaient des visiteurs étrangers, des gens qui venaient de France ou d'Allemagne, des endroits dans lesquels Alexis Didier n'avait jamais voyagé. Et il était capable de décrire précisément l'agencement des maisons, le mobilier, et dans certains cas même ce qu'étaient en train de faire les domestiques en l'absence de leur maître. Voilà. Ça fait partie des phénomènes. Alors tout le reste, tout ce qu'il fait, c'est des effets qui ensuite ont été reproduits par les illusionnistes et qui sont devenus des classiques du répertoire des mentalistes de nos jours. Mais sauf cet effet de clairvoyance qui, pour le coup, aujourd'hui est inexpliqué. Il n'a jamais été pris en flagrant délit de tricherie, et il a même, c'est d'ailleurs ça a contribué un peu à sa réputation, il a même rencontré
le célèbre Jean-Eugène Robert Houdin, qui est venu assister à une de ces séances et il a accepté de témoigner. Donc, Robert Houdin était venu bien sûr en se disant tiens, je vais tomber sur un confrère et je vais passer un bon moment. Et il ressort de la séance, il est complètement estomaqué et il témoigne par écrit dans une lettre en disant que tout ce à quoi qu'il n'a plus trouvé dans ce à quoi il a assisté au cours de cette soirée, rien, aucune des techniques qu'il pratique lui dans son art de la prestidigitation. Il est tellement surpris qu'il demande à participer à une deuxième séance une quinzaine de jours plus tard, à l'issue de laquelle il témoigne à nouveau de son incapacité à expliquer les phénomènes dont il a été témoin. Voilà. Alexis Didier termine sa carrière de spectacle au début du Second Empire, parce qu'à ce moment-là, le somnambulisme tombe sous le coup de la loi. Donc il arrête les séances publiques, mais malgré tout il s'associe avec un médecin et il continue à faire des diagnostics médicaux. Mais bien sûr, le fait d'être associé à un véritable médecin lui permet d'éviter de tomber pour exercice illégal de la médecine. Donc Alexis Didier faisait les diagnostics, il faisait sa clairvoyance, il examinait les malades, et puis le médecin faisait la prescription correspondante. Et il fait ça quasiment jusqu'à la fin de sa vie, et ça a été aussi son métier. Il en a fait sa carrière pendant... il commence dans les années 1842-43 jusque dans les années 1880. Voilà. La loi, c'est sous la présidence de Frédéric Mitterrand qu'elle a été abolie et qu'il n'est donc plus interdit de prédire l'avenir. En ce qui concerne les prédictions, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence avec les médiums. Donc les médiums, ce ne sont pas des voyants, ce sont des gens qui communiquent avec des entités dans l'au-delà. Ça, c'est le terme, c'est le terme officiel. Madame Lenormand était voyante, Mademoiselle Lenormand était voyante, et on peut voir que en ce qui concerne les rémunérations, parce que parlons de sujets sensibles, est-ce que ça rapporte de dialoguer avec l'au-delà? De tout temps, il y a eu des personnes qui ont prédit l'avenir, que ce soit avec la cartomancie qui était très populaire en France ou avec d'autres méthodes de divination et qui étaient payées. En revanche, les médiums, ça s'est fait beaucoup plus graduellement. Au départ, les femmes, parce qu'effectivement, en majorité, c'était des femmes, c'était cette notion de pouvoir, d'avoir une responsabilité au sein de la société qui les intéressait. Et en fait, les médiums ont commencé à se faire payer lorsque le spiritisme s'est vraiment dilué et n'a plus autant d'adeptes. Et à ce moment-là, ils se sont retrouvés, si je puis dire, libérés du tout le rituel qui tournait autour des séances et pouvaient donc travailler à leur compte. Donc finalement, on voit ça très clairement dans la littérature, c'est dans les romans. Les romans vous donnent énormément de sources, énormément de détails. Eh bien, votre héros et héroïne va voir une voyante. Il ne va commencer à voir une médium qu'à partir, je dirais, de la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, on a ce phénomène et surtout les branches se séparent. Et si vous lisez, comme moi, quand j'ai fait des enquêtes, un petit peu toutes les pages d'annonces, vous voyez nettement la différence entre voyant et médium aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui. Avant, j'ai oublié de vous montrer cet objet qui est extraordinaire, qui est le seul guéridon spirit connu aujourd'hui, qui est dans une collection privée en Belgique. Là, je l'avais pris en photo dans une exposition. Il a été présenté au musée Mayol et puis au musée des Beaux-Arts de Chambéry. C'est vraiment un guéridon qui a été fabriqué pour les séances. Pour le coup, à la façon d'Alan Kardec, si je puis dire, puisqu'on a donc vous voyez, donc c'est un guéridon à 3 pieds. Le plateau est amovible, donc il peut tourner. Vous voyez peut-être pas très bien, mais tout le bord du plateau est en relief, donc on peut poser les mains. Les doigts s'encastrent dans le plateau. Et puis il a 3 inscriptions: Moïse, Christ et spiritisme. Donc ça, c'est la doctrine d'Alan Kardec.
Et puis, dans chaque les grandes inscriptions, vous avez l'alphabet qui est divisé en 3 parties et avec à chaque lettre associé un numéro de 1 à 9. Et donc, si vous aviez, on veut dire un A, c'est le pied qui est de ce côté-là qui va taper une fois, ça veut dire 1. Si c'est l'autre pied qui tape 2 ou 3 fois, c'est le numéro 3 dans cette rangée de lettres-là, etc. Voilà comment il fonctionne. Il est extrêmement bien documenté parce que Allan Kardec justement a assisté à une séance avec ce guéridon dans les années 1864 ou 67 à Anvers en Belgique. Il a été fabriqué pour un médium belge. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un objet extraordinaire. Et juste pour alors terminer sur le spectacle. Ça, c'est une affiche de spectacle d'une troupe presque de cirque allemand vers 1850. Donc Mademoiselle Lenormand est morte depuis quelques années. Et vous voyez, on a quelqu'un qui s'intitule donc Nachfolgerin der Mademoiselle Lenormand, donc une disciple de Mademoiselle Lenormand. Et que font-ils? Bien, c'est l'image que vous avez en haut à droite. Donc vous avez une dame qui est assise à côté d'un guéridon avec les yeux bandés et son partenaire qui est à côté, qui présente donc un numéro qu'on appelle un numéro de double vue, c'est-à-dire qu'elle a les yeux bandés, lui il se promène dans le public et vous emprunte des objets et elle est capable sur scène sans voir de dire ce qu'il a entre les mains. Donc ça existe encore aujourd'hui, on vous emprunte votre carte d'identité, on peut lire les numéros, etc., etc. Vous voyez encore une fois là, cette très grande porosité entre le milieu de la voyance, du somnambulisme, de Mesmer, de ces gens-là, et le milieu du spectacle. Le somnambulisme, donc, chez les magiciens, va donner plutôt le mentalisme, alors que le spiritisme va donner plutôt les grandes illusions. On a parlé tout à l'heure des frères Davenport, qui étaient attachés, qui lèguent un peu, on peut dire, leur numéro et leur secret à Harry Houdini, qui va devenir le roi de l'évasion, qui va mettre en place donc ces numéros d'escapologie, et c'est la naissance des grands trucs de scène, des grandes illusions et des grands numéros de scène. Là, vous avez toujours donc Robin une photo de Robin donc qui est en train de se faire attraper par un spectre. C'était une de ses photos promotionnelles. Et puis là, on est à la fin du 19e et au début 20e siècle, et vous avez une espèce de mélange de tout ça, de syncrétisme. Vous avez Kellar, qui est un grand magicien américain, qui produit une lévitation, qui est plutôt un phénomène qui est lié au spiritisme qu'au somnambulisme, mais malgré tout, regardez ses mains, il magnétise la fille pour la faire léviter. Donc vous avez vraiment là un mélange des genres, quoi. Et à ce mélange des genres pour la lévitation, on voit arriver aussi, c'est toujours pareil, ça vient avec les phénomènes ésotériques, avec Blavatsky, on voit arriver les arts d'Asie, parce qu'il y a des magiciens absolument extraordinaires en Asie, et ces tours sont inclus de plus en plus à la fois sur scène et dans des séances de spiritisme, et parce qu'il faut qu'il y ait toujours, du moins au 19e et au 20e, un côté spectaculaire. Ouais. Et d'ailleurs, pour ce numéro-là, je n'avais plus le titre exact en tête, mais c'est le numéro de la princesse, c'est une princesse indienne qui lévite, ouais, c'est ça. Et ce côté spectaculaire qu'on va retrouver dans tous les phénomènes, que ça soit sur scène, bien sûr, parce que quand on va au théâtre, on aime quand même avoir un spectacle, mais aussi pendant ces séances de spiritisme où on va entendre sonner des trompettes, où on va entendre des bruits étranges, on va voir voler des papiers. Tous ces phénomènes-là vont petit à petit disparaître, avec comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, une légalisation de la voyance. On n'est plus poursuivi pour exercer la voyance, et en conséquence vont se monter des cabinets de spirites, de médiums. Alors je fais la différence entre les deux, puisque je vous rappelle que les médiums dits spirites font partie de la doctrine spirit et se reconnaissent au sein de 2 associations qui existent en France, et vont donc se débarrasser de ce décorum. Alors il se trouve que j'avais écrit un livre qui s'appelle toujours d'ailleurs Esprit et Tula, qui parlait du surnaturel dans l'histoire,
J'avais fait plusieurs interviews et un jour, un des intervieweurs m'a dit « Mais si vous voulez, pourquoi ne pas continuer l'aventure avec des médiums d'aujourd'hui ?» J'ai entraîné Antoine dans l'affaire parce que j'avais besoin d'un mentaliste et qu'il me donne son regard de magicien sur les pratiques. Donc nous avons participé à un livre avec une médium. Il y avait 13 intervenants dans ce livre. Il y avait une psychiatre, il y avait Antoine en tant que mentaliste, etc. De façon à pouvoir regarder le médium aujourd'hui, ses pratiques et voir la différence avec le médium qu'on a connu au siècle précédent. Donc Antoine s'y est collé pour la partie mentaliste. Tu peux nous raconter comment tu l'as vécu ? Je l'ai vécu de manière assez surprenante. Donc j'ai assisté à 2 séances, une séance publique, donc comme ici, donc la médium est sur scène et puis elle commence sa transe, on peut dire ça comme ça, hein, et elle balance comme ça des informations. Elle dit tiens j'ai un Michel pour j'ai un Michel pour Nadine, et il y a une Nadine dans la salle et qui dit ah bah oui c'est moi, et Michel c'est mon beau-père qui est mort, et elle commence et elle donne des informations comme ça et ça dure comme ça pendant 1h et demie. Elle débite des informations qui sont attachées aux gens qui sont dans la salle. C'est assez surprenant. Et j'ai assisté aussi à une séance privée, donc là pour le coup une consultation privée de quelqu'un qui avait demandé un rendez-vous avec cette médium. Et donc mon rôle c'était de vérifier si elle trichait ou pas, est-ce qu'elle utilisait des techniques d'illusionniste, de mentaliste pour arriver à ses fins. Et non, a priori non, j'ai pas trouvé de trucage. Par contre, je pense qu'elle est beaucoup plus mentaliste que la plupart des gens qui se vendent comme mentalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un théâtre voir un spectacle de mentaliste, vous allez en fait voir un illusionniste, un prestidigitateur qui reproduit avec des trucages d'illusionnisme des phénomènes surnaturels. Et tout ça est présenté sous couvert alors aujourd'hui, tout ce qui est à la mode, on va vous parler de PNL, de programmation neurolinguistique, de cold reading, d'observation comportementale, etc. Ça, c'est le discours avec lequel on enrobe des pratiques qui en réalité sont bien différentes. Elle, je pense qu'elle est, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, elle était beaucoup plus proche de toutes ces techniques-là, et peut-être même sans le vouloir, mais on sent qu'elle développe une espèce d'empathie qui fait qu'elle arrive peut-être à cerner, à comprendre et à se mettre en phase avec les personnes qu'elle a en face d'elle. L'énorme différence qu'il y a avec les médiums d'aujourd'hui par rapport aux médiums qu'on vient de vous présenter, c'est que tout le décorum a disparu, et c'est ce que j'appelle les médiums Wi-Fi, c'est-à-dire elles arrivent, enfin pour cette médium dont on parle, elle fumait sa petite cigarette avant, hop, elle faisait sa séance, dès qu'elle avait 5 minutes, elle ressortait, elle fumait sa petite clope, et hop, elle revenait. On n'est plus du tout dans le cérémonial qu'il y avait auparavant, et aux preuves aussi physiques que vous pouviez avoir dans les séances de spiritisme où il fallait entendre des bruits, où il fallait des coups dans le guéridon, etc. Ça, c'est fini. J'ai travaillé aussi avec une autre médium qui, elle, ne travaille que par téléphone. C'est encore plus simple, elle vous voit pas. Et c'est ma grande théorie. Antoine le sait, mais je pense qu'en fait nous avons le surnaturel de notre époque. Nous croyons selon nos possibilités, nos possibilités intellectuelles. Au 19e siècle, il est évident que si on avait vu un enfant qui jouait à la Wii devant la télévision, ce gamin aurait été enfermé immédiatement. On l'aurait pris pour un enfant possédé. Aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal que quelque chose existe sans que nous ayons un lien physique direct sur cette chose qui peut s'agiter. Et je pense que les médiums aujourd'hui, à tort ou à raison, ça n'est pas le propos, mais que les médiums aujourd'hui bénéficient de notre capacité intellectuelle à pouvoir recevoir une information sans qu'elle soit tangible, sans qu'il n'y ait rien de physique qui puisse nous confirmer que cette information est juste. Et alors, je vais dans le sens de ta théorie. C'est vrai que quand
regarde un peu, historiquement comment ça se passe, il y a tout le temps cette corrélation entre l'époque et le moyen d'arriver à la voyance. On a parlé des Sœurs Fox et des coups dans le mur. Vous avez vu le guéridon spirit avec les lettres, etc. Les Sœurs Fox, c'est 1848, c'est 10-15 ans après l'invention du code Morse pour le télégraphe. Oui. 4 ans. 4 ans. 1844, et d'ailleurs, le premier journal Spirit s'appelait le Télégraphe Spirit. Voilà, donc vous aviez mentalement, dans la mentalité des gens, cette possibilité intellectuelle de comprendre qu'on pouvait recevoir des informations avec des coûts. De la même façon qu'on pouvait avoir un télégramme donné par un code Morse. On s'arrête là. Voilà, si vous avez des questions, on a été très vite, mais nous avions un timing très précis. Question. On peut faire circuler le micro. Oui, j'arrive. Oui, bonsoir. J'ai une question. Alors peut-être je serai hors sujet, mais lorsque vous parlez de spiritisme, vous parlez de médiumité, c'est-à-dire que c'est une information qui vient de l'au-delà à partir d'une personne. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le chamanisme, où le chaman incorpore un esprit et il parle à une communauté? Est-ce que ça peut avoir un lien? Alors, je vois très bien ce que vous voulez dire, parce que c'est mon sujet d'étude. En fait, je suis boursière d'un musée pour les Indiens Lakota. Donc, je vois très bien ce que vous voulez dire en ce qui concerne les incorporations chamaniques, et notamment les incorporations sibériennes. Mais ça n'est pas la même chose, parce que les médiums dont nous avons parlé au cours de cette conférence, ce sont vraiment des médiums, même quand elles étaient anglo-saxonnes, européennes, c'est-à-dire avec toute une mentalité, une visualisation, un contexte culturel très précis. Alors que quand vous avez, surtout pour les chamans sibériens, cette incorporation, on est sur un autre plan, c'est souvent un animal, et là, ça n'est jamais un animal, jamais. Même si Victor Hugo faisait venir des animaux bibliques, c'est jamais un animal. Donc on reste bien dans la culture européenne. Merci. Que pensez-vous de l'écriture automatique? Je suis en train de chercher, il y a un prêtre sud-américain qui a, j'ai oublié son nom, qui a fait des écrits, qui a retrouvé ce qui avait été... ça vous dit rien? Alors, tout en écriture automatique, alors que c'était un homme qui n'avait absolument pas connaissance. Il a réécrit, je crois, des œuvres littéraires qui n'étaient même pas de sa langue, et il paraît que c'était parfaitement exact. Alors, ce qui me dérange juste, c'est si vous me dites que c'est un prêtre, surtout si c'est un prêtre brésilien, c'est ça ? Je crois. Parce que le pape avait demandé quels étaient les problèmes à l'archevêque du Brésil, quels étaient le problème majeur au Brésil qui contrait l'évolution du catholicisme dans son pays, et il avait répondu le spiritisme, le spiritisme, le spiritisme. Et l'Église catholique interdit formellement l'écriture automatique. De la même manière que parler avec les défunts tombe sous le coup de la loi de la nécromancie. Donc l'Église, c'est pour ça qu'un prêtre me semble bizarre. Mais sinon, il y avait bien sûr Rico Gabier, je prononce très très mal le brésilien, excusez-moi, qui lui a porté le spiritisme encore plus loin que son prédécesseur qui l'avait importé au Brésil pour le faire vivre au Brésil. Alors c'est peut-être celui-là, mais il n'était pas prêtre. Alors effectivement, j'ai peut-être fait un amalgame avec lui, mais il me semble bien que c'est ce nom.
Ouais. Mais au Brésil, c'est une religion qui concerne une classe aisée de la population, c'est très clair. Mes chiffres sont peut-être pas remis à jour, mais ça doit faire 1 200 000 à peu près. 1 200 000 personnes qui quand vous avez un census pour les religions au Brésil qui marque qu'elles sont de religion spirit kardéciste. Ce qui fait, et elles sont toutes à peu près dans le même bassin, et c'est une population en général aisée, bourgeoise, dirais-je. Ah, il y a un monsieur. Devant. Céline. Devant. Devant. Merci pour votre présentation. Bonsoir. Vous avez mentionné le nom de Blavatsky. J'aurais voulu savoir un peu davantage sur cette personne. Et est-ce qu'elle avait des liens, je crois avoir entendu ça, avec Albert Einstein. Dans ce sens-là, j'aurais aussi aimé savoir si des grands artistes, des grands scientifiques, peut-être Mozart, peut-être Einstein, Newton, auraient été peut-être médiums ou dans une capacité à recevoir de l'inspiration. On parle d'écriture automatique, mais on peut avoir peut-être avoir accès à des informations comme ça ou des capacités à écrire des concertos très jeunes. Voilà. Est-ce qu'il y aurait eu des... Alors, je ne sais pas pour Mozart, je vais vous répondre après pour Blavatsky, mais j'ai lu très récemment une phrase de Charles Trenet qui disait que, c'était un extrait d'un documentaire sur lui, et il disait en fait que l'inspiration venait quand il ne pensait à rien, quand il avait la tête complètement vide, et là brusquement naissait une chanson, et il disait c'est peut-être ça être un artiste, c'est être un médium. Voilà, ça c'est pour vous répondre pour Mozart. C'est peut-être un peu la même chose, bon ça dépasse mes conséquences. Pour Blavatsky, Elena Blavatsky, c'est tout ce courant où des intellectuels européens et aussi américains se sont intéressés à l'Asie et on fait rentrer en Europe des courants de pensée, des façons de voir, artistiques, culturelles, religieuses différentes. Voilà. Alors ensuite elle l'a développé de manière ésotérique, mais elle correspond à tout ce courant de pensée du 19e, début 20e qui s'est mis à s'intéresser à l'Asie. Pas de lien avec Einstein? Alors, un lien avec Einstein, je n'en ai pas souvenir. J'ai écrit sur la femme d'Einstein. Je n'ai pas souvenir de ça, mais peut-être. Mais c'est vrai que beaucoup de grands scientifiques ont eu des liens avec ces milieux-là. On connaît Camille Flammarion, on a ensuite Edison et sa machine qui est utilisée également pour essayer d'entrer en communication avec des esprits, etc. Et oui, tous les grands scientifiques de la seconde moitié du 19e, même encore début 20e, ont eu des liens et se sont intéressés à ça parce que, encore une fois, on était à une période où on n'avait pas les outils pour démontrer que voilà si ça fonctionne ou pas et si c'est vraiment une science ou pas quoi. Donc dans le doute, les plus curieux, ils sont allés. Ouais. Une petite question à propos de la possible consommation de psychotropes ou de produits alcoolisés. Enfin bon, la défonce. Est-ce qu'il n'y a pas un lien? Est-ce que certains personnages que vous avez cités dans votre conférence n'ont pas eu recours aussi à ce genre de produits, paradis artificiels? Non. En revanche, c'est renvoyer la question à monsieur sur le chamanisme, où là, dans le chamanisme, oui, vous avez une consommation... C'est l'intervention de monsieur qui m'y a fait penser. Voilà. Mais non. Et certains avaient même des vies presque ascétiques. C'est presque l'inverse, oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous invite à nous retrouver dans l'exposition qui est juste à la sortie et pour la dédicace aussi du catalogue. Merci.